Et c'est-à-dire que nous pouvons commencer. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous, bienvenue à ce congrès mondial des écrivains de langue française qui a lieu ici à Tunis, à la Cité de la Culture. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous, vous tous, amis du livre francophone, amis du livre en langue française. Et nous avons le bonheur de démarrer cette première journée, cette matinée, avec en majesté, s'il vous plaît, Laurent Godet qui est avec nous, que l'on va retrouver dans quelques instants en visioconférence, et puis ici même, Leila Slimani, qui va d'abord prononcer quelques mots pour cette ouverture. Merci beaucoup, merci à tous d'être là. Oui, je voulais commencer par quelques mots pour vous dire d'abord mon immense bonheur, ma très grande joie que ce congrès ait lieu, parce que ça n'a pas toujours été évident. Ce congrès, l'idée en tout cas du congrès est née fin 2017, lorsque le président Emmanuel Macron m'a proposé d'être sa représentante personnelle pour la francophonie, et il m'a donné une mission qui était une mission de refondation, une mission de regard vers l'avenir. Et tout de suite, je lui ai dit, il me semble que ceux à qui il faut s'adresser, ceux qu'il va falloir écouter, ce sont les écrivains, parce que ce sont les mieux placés pour répondre aux vraies questions autour de la langue française et de la francophonie. Pourquoi est-ce qu'on écrit en français? Quel est notre rapport aujourd'hui à la colonisation? Est-ce que la langue est un butin de guerre, comme le disait Kateb Yassine? Donc j'ai proposé à ce moment-là ce congrès des écrivains en langue française, et très rapidement, et il m'est apparu qu'il était évident qu'il fallait se lier avec Étonnant Voyageur, avec qui je crois nous partageons le même ADN, les mêmes idéaux sur la créolisation de la langue, sur la pollinisation aussi de la langue française, sur cet amour de la diversité, de la multiculturalité. Donc voilà, j'ai énormément de gens à remercier aujourd'hui. Je vais peut-être en oublier, je m'en excuse par avance, mais voilà, je voulais bien sûr remercier les équipes d'Étonnants Voyageurs qui ont été extraordinaires, et qui, malgré le Covid, malgré les reports, malgré les annulations, malgré la situation très compliquée dans laquelle on a été, ont tenu jusqu'au bout. Et puis bien sûr les ministères de la Culture tunisiens et français, et puis le ministère des Affaires étrangères, l'Organisation internationale de la francophonie, voilà, sans qui ce congrès n'aurait pas pu avoir lieu. Et voilà, et maintenant nous pouvons commencer à parler de littérature. Merci beaucoup pour ce mot d'ouverture. Je vais rappeler un tout petit peu l'intitulé de cette première rencontre qui inaugure ce congrès mondial des écrivains en langue française. Il s'agit d'abord, en ce début de matinée, de répondre à une question très ambitieuse. Que signifie écrire en français? Quel rapport intime l'écrivain entretient-il avec sa langue d'écriture? Lorsque celle-ci n'est pas la langue maternelle, pourquoi choisit-on d'écrire en français? Ce choix peut être le fruit de l'histoire, un choix d'amour, un legs familial. Voilà autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre, mais puisque nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir deux très grandes plumes parmi nous ce matin, nous allons essayer de répondre à ces questions, peut-être en passant un tout petit peu en revue leur littérature. Je dois dire que je suis très émue en tant que femme et en tant que maghrébine d'avoir à côté de moi Leila Slimani, journaliste, écrivaine franco-marocaine, lauréate, je vous le rappelle, mais vous le savez déjà, nous sommes ici, il me semble, entre amoureux de littérature francophone, lauréate du prestigieux prix Goncourt en 2016 pour la chanson Douce, paru dans Gallimard. Vous avez démarré une carrière fracassante en quittant le journalisme pour la littérature, tout de suite avec ces sujets un peu polémiques, je dois dire. Je rappelle Le Jardin de l'Ogre, ce brillant texte sur la sexualité où vous évoquez la question de la nymphomanie. Et puis, c'est toute cette littérature époustouflante. On va en parler un tout petit peu, mais d'abord, une première question. Lorsque vous avez été nommée par Macron représentante de la francophonie, vous vous êtes donné pour mission, vous l'avez dit à un moment, vous allez confirmer ou infirmer si je me trompe, vous vous êtes donné pour mission de dégringardiser la francophonie. Est-ce que vous avez bien employé ce verbe et qu'est-ce que vous entendez par ce verbe?
Oui, ben moi-même, quand il m'a proposé ce poste, je vous avoue que le mot francophonie, ça a un peu grincé à mon oreille. Je me suis dit, ah, est-ce que vraiment j'ai envie de faire ça? Est-ce que j'ai envie de m'impliquer dans la francophonie institutionnelle? Parce que le mot m'apparaissait un peu ringard. Ça m'évoquait pas des choses extrêmement positives. J'avais, oui, une image un peu poussiéreuse de la francophonie et je me suis dit, voilà, tant qu'à y aller, je vais y aller pour essayer de faire bouger un peu ça, de le rendre plus attrayant, plus séduisant, plus vivant. Donc, bien sûr, ça m'apparaissait très important. Déringardiser, ça veut dire aussi donner la possibilité à la jeunesse, à ceux qui créent aujourd'hui en français, dans toutes les disciplines, dans la musique, dans le théâtre, dans le roman, donner la possibilité à ces gens de se saisir de cette francophonie, qu'elle soit une chance, qu'elle soit un terrain d'opportunité, qu'elle soit pas une espèce d'institution lointaine, étrange, dont on se dit seulement qu'elle serait l'héritière, voilà, du colonialisme et puis ensuite de la France-Afrique, donc quelque chose d'un peu rebutant. Donc oui, oui, j'ai bien employé ce terme et j'espère que à la fin de ma mission, j'aurai un petit peu réussi à la déringardiser. Très bien. Alors, je vais peut-être évoquer un tout petit peu, en profitant toujours de votre présence, la chanson douce en 2016, toujours pour évoquer votre rapport à la langue française. Je rappelle un peu rapidement la fable de ce roman. Vous nous faites pénétrer dans les méandres un peu de la vie de couple, ou peut-être plus exactement de la vie domestique. Un couple très sympathique de jeunes adultes qui veulent avoir une carrière professionnelle épanouissante et qui cherchent la perle rare, une nounou qui se prénomme Louise, et une histoire qui commence un peu comme un conte de fées. Et qui se termine un peu comme une tragédie, mais en réalité, la tragédie, vous la lancez tout de suite, vous donnez le ton tout de suite, dès la première page, en nous expliquant bien que nous allions assister en spectateur à quelque chose qui va tranquillement aller vers le drame et vers la tragédie. Vous avez cette écriture très particulière. Je me rappelle à un moment qu'Éric Emmanuel Schmitt a comparé votre plume à celle de Simenon. Vous écrivez les choses avec beaucoup de pudeur, sans jamais verser dans le faire-valoir ou dans l'exercice de style, à la limite minimaliste par moment. Cette histoire de couple que vous écrivez, qui se termine de façon tragique, c'est une façon pour vous de dire qu'on ne se connaît jamais. La littérature, pour vous, elle sert à exprimer ça, à dire que finalement, il y a une incommunicabilité définitive et radicale entre les êtres? Oui, et c'est pas forcément. C'est un constat qui, bien sûr, est un peu mélancolique, mais pas seulement. Je trouve que c'est beau de dire que, enfin, la littérature, c'est un lieu dans lequel on peut exprimer ce mystère inhérent que sont les autres, mais qu'est le monde en général, le fait que, oui, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de sens, il y a beaucoup de choses qui sont insaisissables, qu'on ne peut pas prétendre dire cette personne, je la connais par cœur, ou je sais tout d'elle, que les autres sont toujours, peuvent toujours nous surprendre. Et c'est vrai que dans une époque, je trouve, et dans des sociétés où aujourd'hui on est très très arrogant vis-à-vis de tout, on a des avis très tranchés, on sait où est le bien, on sait où est le mal, on range les gens dans des cases, on a l'impression voilà, d'avoir toujours ce regard très surplombant sur tout. Eh bien, la littérature me réconforte d'autant plus aujourd'hui parce qu'elle est justement un regard totalement différent sur le monde, qui prétend pas du tout ni le dominer, ni le saisir totalement, mais au contraire dire à quel point tout est mouvant, tout passe, et à quel point il est difficile de comprendre et même de se comprendre. Parmi ces choses incompréhensibles, il y a la maternité, la grande question de la maternité qui se pose à vous. Oui, moi j'avais bien sûr envie d'écrire là-dessus, c'est un thème littéraire extraordinaire et d'une grande richesse qui, je pense, va être encore dans les années qui viennent exploité de plus en plus parce que malheureusement, on n'a pas pu, les femmes n'ont pas pu raconter autant qu'elles le voulaient les mauvaises pensées qui peuvent aussi les traverser lorsqu'elles sont mères. Moi, je me souviens que tout le monde me disait ah, tu verras quand tu seras mère, ce sera merveilleux, etc. Tu te sentiras plus jamais seule.
Et j'aime bien cette phrase de Marina Tsvetaeva, être dans une maison avec un nourrisson, c'est pire que d'être dans une cage avec une panthère. Et je suis assez d'accord. On se sent très seul et on a très peur de se faire manger par le petit bébé. Donc voilà, je voulais raconter ça, cette solitude et ces souffrances aussi qui nous traversent quand on devient mère. On donnera peut-être tout à l'heure la parole aussi à la salle. Et puis Laurent Godet, qui est avec nous et à qui nous allons donner la parole dans quelques instants, pourrait tout à fait aussi, s'il le souhaite, rebondir sur ce que vous dites. Vous avez écrit sur la maternité, sur le couple, la vie domestique, le grand mystère des femmes, ce qui les traverse, la maternité, l'enfance, la sexualité. Vous l'avez fait à chaque fois en français. Vous avez tout de suite écrit en français. Vous êtes originaire de Rabat, vous y avez passé une grande partie de votre enfance, de votre vie. Et au moment évidemment, forcément, de partir en France pour faire vos études, poursuivre des études en sciences politiques, il me semble, le français s'est imposé à vous comme une langue pour communiquer, et puis une langue pour créer, une langue pour écrire. Alors d'avoir écrit sur des sujets qui pourraient fâcher au Maghreb, la nymphomanie, la sexualité, mais de l'avoir fait en français, qu'est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est une sorte de confort? Est-ce que c'est une façon de contourner la censure? Est-ce que c'est une façon de vous prémunir malgré tout contre une certaine critique qui aurait pu être assez déplaisante, assez agressive? Bon, il y a plusieurs réponses. La première, d'abord, c'est que je n'aurais pas pu écrire dans une autre langue. Donc il n'y a pas vraiment de choix. C'est ma langue maternelle. Alors après, les raisons qui font que je parle en français sont complexes. Moi, je me souviens que quand j'avais peut-être 8 ou 9 ans, je suis rentrée un jour à la maison et j'ai demandé à mes parents, je leur ai dit, mais pourquoi on parle en français? D'un coup, ça m'est apparu complètement bizarre, très étrange. Pourquoi est-ce que moi, Leila Slimani, avec mes cheveux frisés, mes grands sourcils, et vivant à Rabat et parlant d'Arija dans la rue avec mes copains et tout, pourquoi est-ce que je parlais en français? Et là, ça a ouvert évidemment une conversation très longue et très complexe. Donc mes parents m'ont raconté mon histoire, m'ont expliqué qu'ils sont allés à l'école coloniale, ma mère chez les sœurs à Meknès, mon père au lycée mixte de Fès. Mon arrière-grand-père était interprète dans l'armée coloniale, il était officier. Donc cette langue française, elle est arrivée par les accidents de l'histoire et disons-le par la colonisation. Et donc moi, au début, j'avais une relation un peu... j'avais une sorte de chagrin, j'avais même une forme de colère. J'étais pas contente de parler français. Je disais à mes parents, mais vous vous rendez compte, vous m'avez arraché à ma culture, moi je voudrais parler l'arabe, moi je voudrais écrire en arabe. Bon, bah finalement, j'ai fini par écrire dans la langue qui était la mienne, qui est la langue française. Et c'est vrai, comme vous le dites, que peut-être que j'aurais pas pu écrire des textes aussi subversifs en arabe, et ça m'a peut-être pour une part protégée. Mais d'un autre côté, ça m'a aussi desservie. Parce que ça m'a enfermée dans le rôle de... Et ça, je pense que mes amis, Kamel Daoud ou d'autres écrivains francophones du Maghreb diront la même chose que moi, l'image de l'écrivaine francophone. De toute façon, elle n'est pas vraiment de chez nous, elle n'exprime pas vraiment notre histoire, elle est vendue un peu à l'Occident. Donc, pour moi, c'est ambigu. À la fois, ça vous protège, mais ça vous rend aussi plus fragile face à certaines critiques dans votre pays, mais c'est comme ça, il faut l'assumer. Oui. Alors aujourd'hui, Leila Slimani, vous représentez la francophonie. Selon vous, quelle image donnez-vous de la francophonie? Parce que moi, je suis très émue de vous voir ici assise. Je vois un bout de femme, j'ai envie de dire, mais qui dégage une énergie absolument extraordinaire. Cette francophonie que vous représentez, elle est comment? Elle est plus féministe? Elle est plus percutante? J'ai du mal à dire, à parler de moi dans ce ce féministe d'abord féministe, vous va, c'est sûr. Ah, ça me va très très bien, oui, il n'y a pas de problème. Féministe, mais surtout, j'espère décomplexée, libre, dans lesquelles on n'est pas, j'ai pas du tout envie qu'on soit dans des rôles de l'écrivain francophone qui est victime de la francophonie, victime de sa langue, victime de son histoire. Nous sommes des êtres, je pense, nous les écrivains de langue
française, j'ai envie de montrer au contraire notre liberté, notre créativité, le fait qu'on est décomplexé par rapport à tout ça, on peut en parler sans problème, on n'a pas voilà, cette vision mortifère ou voilà, un peu dans le pathos vis-à-vis de la francophonie. Au contraire, je pense que c'est très important, surtout dans l'époque dans laquelle on vit, dans le monde dans lequel on vit, d'apporter de la lumière, d'apporter de l'espérance, d'apporter un regard vers l'avenir, de dire aux jeunes, vous avez le droit de parler toutes les langues que vous voulez. Apprendre le français, c'est trahir personne. Si vous voulez apprendre le français, apprenez-le. Apprenez aussi l'espagnol, d'ailleurs, tant que vous y êtes, et le portugais et l'anglais, et c'est très très bien. On gagne en humanité à chaque fois qu'on apprend une nouvelle langue. Donc sortir de ces vieux débats qui nous ont pesé pendant très longtemps, j'ai envie que ce soit une francophonie pour la jeunesse, une francophonie tournée vers l'avenir et qui serve les autres, qui serve simplement à apprendre plus, à aimer plus, à connaître d'autres gens, à rigoler ensemble. Voilà, donc quelque chose qui est proche des gens. Il y a une ligne de démarcation quelque part que vous soulignez avec une autre génération qui vous précède, celle de certains écrivains maghrébins, francophones, où justement certaines problématiques étaient mises en avant, comme la grande question du butin de guerre, les problèmes identitaires, la langue maternelle et la langue legs. Vous souhaitez vraiment quitter tout ça, incarner une nouvelle génération peut-être? C'est surtout que le monde a changé, le monde a énormément changé. Je comprends ces générations qui, elles, ont vécu la colonisation dans leur chair et qui ont vécu une période de l'histoire, qui ont vécu la guerre froide, qui ont vécu le tiers-mondisme, qui ont vécu des moments de l'histoire où on leur demandait de faire des choix qui étaient des choix à la fois très clair, avec des frontières très étanches entre les... On vit dans un monde totalement différent, qui s'est globalisé, qui s'est créolisé, où les échanges, les métissages, les déplacements ne sont plus du tout les mêmes. Et je pense que c'est dangereux aujourd'hui de vouloir imposer aux jeunes générations d'être toujours dans ce legs de cette histoire. Nous, ça n'est pas notre faute, qu'on le veuille ou non. On n'a pas vécu ça et on n'est pas obligé de vouloir le porter de cette manière-là. On a une autre histoire et on a le droit de l'exprimer. Très bien, nous allons écouter sur les mêmes questions, mais un tout petit peu différemment, Laurent Godet, parce que je ne vais pas vous demander pourquoi vous avez écrit de choisir en langue française. En tout cas, merci d'être parmi nous en visioconférence. Nous sommes très heureux de vous compter parmi les invités de cette rencontre. Je souligne que nous devions avoir 2 autres invités. Certains se posent peut-être des questions en regardant le planning. Malheureusement, les aléas des correspondances et que voulez-vous, voilà, des déplacements font que parfois on en perd quelques-uns que l'on va rattraper, on vous le promet, lors des prochaines tables rondes. Laurent Godet, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Une autre grande plume contemporaine française, polygraphe heureux, j'ai envie de dire, alors dramaturge, nouvelliste, romancier, quelqu'un qui dit apprécier la bâtardise des formes, prix Goncourt des lycéens, prix des littéraires avec La mort du roi de Sangor en 2002, prix Goncourt pour votre roman Le soleil d'Escorta en 2004. Merci beaucoup d'être parmi nous. Nous allons essayer d'en apprendre un peu plus sur votre façon d'envisager l'écriture et que signifie pour vous écrire, que signifie pour vous écrire en français. Alors, avec Leila Slimani, nous avons évoqué avec la chanson douce cette espèce de fait divers dont elle part, qui est un peu le point de départ, le point focal de son roman. Avec vous, on est plutôt dans l'histoire. Il y a de grands épisodes historiques qui jalonnent votre œuvre avec des thématiques qui reviennent. Je ne sais pas si vous allez être d'accord. Alors, il y a la migration, l'exil, la guerre, les grandes défaites de l'histoire. Vous vous inspirez souvent de l'histoire, mais en même temps, vous avez cette façon particulière de l'écrire. Vous dites qu'il vous est possible d'écrire sur des personnes que vous n'avez pas rencontrées, sur des épisodes historiques auxquels vous n'avez pas assisté. Parce que dans ce que vous écrivez, il y a une part de l'imaginaire. Et à un moment, vous avez cette très belle expression que j'ai écoutée de vous lors d'un entretien. Vous dites que vous parlez de l'histoire, il vous arrive très souvent de parler de l'histoire contemporaine ou même celle de l'Afrique antique,
mais en essayant de retrouver l'angle mort. Comme lorsqu'on conduit, il y a toujours un angle mort. Est-ce que vous pourriez développer un tout petit peu pour nous cette question de l'écriture de l'angle mort, s'il vous plaît? Oui, bah alors, est-ce que vous m'entendez bien? On vous reçoit 5 sur 5. Super, alors rebonjour à tous, bonjour à Leïla, et oui, je peux essayer d'en dire un mot. Je pense effectivement que l'écriture est à la fois une somme de décisions par rapport à celui qui écrit, c'est-à-dire qu'on décide d'une histoire, on décide d'un dispositif narratif, on décide d'une forme, et on le fait vraiment, il faut que les gens s'imaginent à chaque phrase, c'est-à-dire on prend des décisions tout le temps, est-ce que je garde ce mot, est-ce que je le change? Donc on pourrait dire que l'écriture est beaucoup marquée par la volonté de celui qui écrit, et en même temps, je pense qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a cet angle mort, on écrit aussi avec cet angle mort, c'est-à-dire on écrit aussi avec ce qu'on ne sait pas être, ce qu'on ne sait pas chercher, et qui va apparaître tout doucement au fur et à mesure que le travail se fait. En fait, ça revient à dire qu'on écrit aussi avec son inconscient, en fait, et qu'on a beau avoir beaucoup choisi, beaucoup structuré, beaucoup charpenté sa narration, il y a un moment donné où il y a un certain nombre de choses qui passent malgré tout, malgré soi, et c'est très heureux, c'est très bien, c'est cet angle mort, et je pense qu'il faut beaucoup d'écrivains, et je m'inclus totalement là-dedans, sont très sur le contrôle de leur objet, veulent le polir au maximum pour qu'il ressemble à ce qu'ils ont en tête. Mais il y a aussi cette échappée totale. Euh, et de ce point de vue-là, il ne faut jamais oublier, par exemple, les expériences merveilleuses et vertigineuses qui ont été faites par les surréalistes, qui, eux, alors pour le coup, cherchaient beaucoup de l'autre côté. C'est-à-dire l'écriture automatique, ça n'est rien que d'ouvrir cette porte de l'angle mort. Oui. Alors, on vous prête très souvent une attitude militante, une vertu civique qui serait derrière votre littérature. Il y a comme un engagement humain, notamment toujours à travers cette écriture de l'histoire, où il y a cette volonté de restituer une part de justice entre les victorieux et ceux qui auraient échoué. Vous êtes d'accord sur cette, entre guillemets, je vais employer le mot étiquette, vous me le pardonnerez, mais est-ce que vous êtes d'accord sur ça, ce côté militant, combattant, cet engagement civique de votre littérature? Honnêtement, je vous réponds d'abord en tant que lecteur. C'est vrai que j'aime la littérature qui prend à bras le corps le monde, qui essaye d'en dire quelque chose, qui n'a pas peur de cet élan. Alors évidemment, c'est compliqué. Des fois, on frôle le ridicule. Des fois, on n'a pas grand-chose à dire de plus que tous ceux qui nous ont précédés. Mais je pense que que d'abdiquer de cette ambition-là est encore plus triste. Et j'aime bien quand la littérature, effectivement, a cette énergie d'essayer de prendre à bras le corps les... Alors, ça peut être à la fois les thématiques du monde, les combats citoyens de la période dans laquelle on vit, mais ça peut être aussi, comme le disait Leïla tout à l'heure, plonger dans l'humain, dans la patte humaine, dans comment on est fait, quel est ce trouble et ce fouillis intérieur qui nous constitue tous. Moi, j'aime bien quand ces ambitions-là se ressentent. Est-ce que c'est le cas dans mes livres? Je l'espère. Je n'aime pas beaucoup, pour répondre plus franchement à votre question, c'est vrai que le mot militant me plaît moyen parce que Oui. je crois qu'il n'a rien à voir avec la littérature. Je ne pense pas qu'on fasse de la bonne littérature militante. C'est vraiment une question de vocabulaire. C'est que euh, j'entends dans une littérature qui serait militante l'envie et le désir de convaincre son lecteur que ses idées, son idéologie est bonne. Et ça, je crois que ça n'a rien à voir à faire dans la fiction. Si on veut faire du militantisme, on peut écrire des articles de journaux, faire des essais, et c'est très noble. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais dans la fiction, on aurait toujours l'impression de vouloir convaincre en se cachant de vouloir convaincre, et ça me semble une position moyenne. Donc le militantisme, non. L'engagement, la volonté, encore une fois, de s'attaquer aux grands thèmes de son époque, ça, oui. La seule restriction que je fais par rapport à mon travail, c'est que c'est pas du tout de la fausse pudeur, c'est que il y a de tellement grands exemples d'auteurs engagés qui nous ont précédés que je suis un petit peu prudent avec ce terme-là de littérature engagée parce que pour moi, elle a à voir avec l'action. Les hommes ou les femmes auxquels on pense quand on parle d'une littérature engagée sont des hommes et des femmes qui, à un moment donné, non seulement ont écrit, mais ont plongé dans l'action de leur temps.
Or, ça n'est pas du tout mon cas. C'est-à-dire que même quand j'écris des romans qui essayent de dire quelque chose du moment, c'est toujours d'un point de vue de l'observateur, en fait. Je contemple et je n'ai pas de regret à ça. C'est ma position d'écriture. C'est plonger parfois effectivement dans le monde, mais pour en dire quelque chose, et je n'ai pas pris part au combat de mon temps en tant qu'écrivain. Si ce n'est en posant des mots dessus, ce qui est quand même une manière de le faire. C'est déjà pas mal du tout, en effet. Mais il semble qu'il soit important pour vous d'introduire malgré tout une certaine nuance dans l'écriture de l'histoire, en restituant certains faits, une certaine lecture de l'histoire, en rappelant que peut-être Hannibal, par exemple, il a échoué, mais aujourd'hui c'est un véritable héros. Est-ce que la littérature sert aussi à introduire une nuance dans la façon dont l'histoire pourrait être écrite? Oui, bien sûr. Je pense que la littérature a toujours eu, depuis son premier geste, si je puis dire, il y a un aspect de la littérature qui consiste à donner la voix à ceux qui ne l'ont pas. Ça ne commence pas avec nous, ça a toujours été le cas. Il y a une émotion particulière quand on prend un stylo et qu'on décide de se lancer dans une œuvre, qu'elle soit théâtrale, romanesque, à dire, on le sent, et je ne parle pas du tout du succès à venir ou pas, du fait que le livre sera lu ou pas, mais rien que d'avoir une plume et de pouvoir avoir les mots qui vont raconter une histoire, c'est une force inouïe, c'est une puissance, c'est un cadeau qu'on a. Et je crois que vis-à-vis de cette, on peut appeler ça un don, on peut appeler ça une chance, une opportunité, je ne sais pas, mais vis-à-vis de cette chose-là, très intimement, je crois qu'on est tous assez sensibles au fait que d'autres ne l'ont pas et que on est aussi là peut-être un peu pour raconter l'histoire de ces autres-là. Et c'est vrai que moi, en tout cas, ça a toujours été quelque chose qui me bouleverse beaucoup, prêter ma voix à ceux qui n'en ont pas, raconter les histoires de ceux qui sont des ombres dans la grande histoire, c'est-à-dire des ombres au sens où on ne les compte pas, leur histoire, leurs vies seront englouties sans qu'on sache très bien qui ils étaient, ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'on pourrait appeler ces petites vies, et je le dis sans aucun mépris, au contraire. Et donc c'est vrai qu'il y a une émotion vraiment particulière de ma part à dire, ben, l'espace de la littérature est aussi là pour ça, pour essayer comment dire, de rectifier cette, cette insulte qui est faite à tant de vies qui ne seront pas comptées, qui ne seront pas racontées. Je vais revenir à l'intitulé premier de cette rencontre. Encore une fois, que signifie écrire en français? Vous semblez être entré dans la littérature avec beaucoup de pudeur, Laurent Godet. Vous rappelez vous-même à un moment que petit, vous commettiez souvent des fautes d'orthographe et vous ne vous projetiez pas forcément euh, au sein comme ça d'une carrière littéraire. Aujourd'hui, vous êtes l'une des plus grandes plumes contemporaines et vous gardez cette pudeur qui semble avoir été là dès le départ. Alors, peut-être que c'est une question qui pourrait concerner certaines personnes qui attendent un déclic, qui aimeraient écrire, qui rêvent d'écrire en français et qui pourraient au départ, comme ça, commettre des fautes de français, des fautes d'orthographe. Est-ce que vous pourriez, pour nous, avoir la gentillesse de revenir sur ce déclic donc qui a fait que vous avez basculé dans l'écriture? Oui, très volontiers. Je crois très sincèrement qu'en fait, comment dire, il y a deux langues françaises, puisqu'on parle de la française. Il y a la langue de la communication, la langue euh, de nos vies citoyennes, sociétales. Nous parlons en français dans un certain nombre de pays. C'est un objet de communication, ça permet de se comprendre, d'échanger des idées, de faire du commerce, etc. etc. Et puis, il y a autre chose, et c'est la langue des écrivains. C'est pas du tout pour faire une hiérarchie et dire qu'elle est meilleure ou qu'elle est plus intéressante et que le reste n'a aucun intérêt. C'est juste que quand on parle de francophonie, on retrouve cette double chose. Il y a la francophonie au sens où on parle le français dans beaucoup de pays du monde. C'est assez utile, c'est assez plaisant, c'est assez pratique. Et puis il y a la francophonie des écrivains qui peuvent du coup se lire sans traduction et entendre des langues parlées d'ailleurs. C'est juste pour faire ce petit préambule. Mais ça a à voir avec la question et je vais essayer d'y répondre. Effectivement, alors je suis là dans ce premier débat et effectivement, moi, c'est ma langue maternelle, le français. Il n'y a pas eu de question par rapport à quelle autre langue j'aurais pu choisir pour écrire. En revanche, c'est peut-être là où je peux dire quand même quelque chose de cet intitulé et de cette question.
malgré tout, je crois que il n'y a pas de rapport d'évidence avec la langue française, en tout cas pas pour moi. C'est-à-dire que, évidemment, je la parle, évidemment, je communique, c'est la langue que j'ai apprise dès mes premiers jours, ok, très bien, que j'ai entendue, mais quand il s'agit d'écrire, alors ça devient plus compliqué. Et je pense que, effectivement, vous avez parlé de ces problèmes orthographiques dont j'ai fait part un jour, mais c'était justement pour préciser cette chose-là, c'est-à-dire que mon entrée en littérature, si je puis dire, en écriture, n'a pas été une entrée fluide. Oui. Alors dans mon cas, c'est parce qu'il y avait ces problèmes-là, et donc du coup probablement une autocensure en me disant, mais enfin, est-ce que je suis tout à fait légitime à prétendre à écrire en français alors que sur mes copies, quand j'étais lycéen, j'avais -5 à cause de l'orthographe. C'est des choses qui, oui, effectivement, que je me suis traîné pendant toute ma scolarité. Ça va mieux maintenant parce que avec l'âge, on apprend à mettre et encore. Mais je crois très sincèrement que ça n'a rien à voir avec la littérature. C'est-à-dire que je ne prône pas les fautes d'orthographe. Je suis le premier à les voir chez les autres, d'ailleurs. C'est très étrange. Je les vois quand je lis un papier, mais je ne suis pas capable de ne pas en faire. Quand je reçois, enfin, sur un CV, dans un article, dans un journal, c'est choquant parce que il y a une exigence normale à ce que cette langue soit bien écrite et bien dite. En écriture, je crois que ce qui se joue, c'est tout autre chose. C'est un rapport organique avec la langue, c'est un rapport de tempo, c'est un rapport de souffle. Il faut trouver sa syntaxe quand on est écrivain. Il faut trouver son grain de plume, comme on a un grain de voix. Il faut savoir voilà, quel rythme, quelle énergie on veut trouver dans la langue. En fait, on ne se le dit évidemment pas comme ça se fait au fur et à mesure des textes, mais c'est bien de ça dont il est question. Et c'est là peut-être où je peux revenir sur l'intitulé. Je n'ai pas... La question pour moi n'a pas été de choisir la langue, elle a été de la trouver, et je crois que ça c'est un point commun à, je pense, tous les écrivains pourraient dire probablement la même chose. Il y a un moment où on a le sentiment d'avoir trouvé sa langue. Et moi, je sais que c'est pour un texte qui s'appelait Onisos le Furieux, qui était un monologue de théâtre. Quand j'ai écrit ce texte-là, qui n'était pas le premier, qui a été le premier à être publié, mais j'avais écrit beaucoup de textes avant. Quand j'ai écrit ce texte-là, j'ai vraiment eu une sensation presque, oui, je n'ai pas d'autre mot que organique, de me dire, ça c'est mon territoire d'écriture, c'est comme ça que je vais écrire maintenant. Et depuis, effectivement, encore aujourd'hui, ce texte conserve un aspect inaugural pour moi, parce que je sais qu'il y a dans ce texte-là, qui maintenant a plus de 20 ans, tout ce que je vais déployer par la suite dans le rapport à la langue, dans le rapport à une énergie, le rapport à l'oralité, le rapport à l'épopée. Donc vous voyez, cette question de trouver sa langue, je crois qu'elle est vraiment au cœur du travail de l'écriture. En tout cas, quel grain de plume, voilà, quel grain de plume et quelle voix VOX au sein de votre écriture, où c'est à la fois épique et en même temps d'une humilité absolument époustouflante. C'est un murmure qui vous prend tout de suite et voilà, et qui vous emmène ailleurs. On vous remercie beaucoup pour votre présence. Je vous ai court-circuité un tout petit peu tous les deux, parce que je voyais bien que vous étiez très heureux de vous retrouver, et j'ai été un peu tyrannique dans le sens où je vous ai empêché de communiquer entre vous. Mais vous pouvez tout à fait le faire si vous le souhaitez. Je sais que vous avez l'habitude de vous retrouver avec beaucoup de plaisir, et nous sommes heureux à Tunis de pouvoir encore une fois vous offrir cette opportunité. Vous avez votre micro, Leila Slimani, si vous souhaitez vous entretenir. Oui, salut Laurent, je sais que tu m'as laissé un message hier, j'ai pas eu le temps de te rappeler. Voilà, je te dis juste ça. Et je vais te voler grain de plume, hein, je te préviens si tu me vois utiliser cette expression. Ça m'a beaucoup plu. Non, ce que je dirais pour rebondir, c'est que ce qui est important aussi, c'est le fait d'être à l'écoute d'autres langues. Je pense que Laurent, comme moi, on est très sensible lorsqu'on est dans un ailleurs, quand on est, je sais pas, quand on est à Haïti, au Maroc, en Tunisie, d'entendre les autres langues. On peut très bien ne pas les parler et malgré tout, elles entrent en nous. Il y a une sorte d'interpénétration. Et notre langue française, je pense qu'elle est aussi pleine de ça, elle est pleine de sons d'ailleurs, elle est pleine de rythmes d'ailleurs. Et c'est ça qui est aussi important de dire, c'est que oui, effectivement, on parle le français, mais peut-être ce qui fait la force de cette littérature francophone, cette littérature en langue française, c'est qu'elle vit comme ça à côté des autres langues, qui l'interpénètrent, qui l'influencent. Moi, par exemple, j'ai pris un immense plaisir là dans l'écriture du Pays des autres à mettre des mots d'arabe et à me laisser penser en arabe. Il y avait des phrases
que je pensais en arabe et ensuite je les écrivais en français et je me rendais compte que le rythme du coup en était tout à fait différent. Et c'est là aussi où il y a cette idée de se décomplexer. On peut tout à fait écrire un texte en français dans lequel on va ajouter des mots créoles, des mots arabes, des mots russes, et c'est ça qui enrichit la langue. Vous savez, une langue qui ne côtoie pas d'autres langues, une langue qui ne vivrait qu'avec elle-même, c'est une langue qui forcément s'assèche, s'appauvrit, qui s'amaigrit énormément. Je crois que l'immense chance de la langue française, c'est qu'elle est continuellement au contact d'autres langues. Et puis chaque année, il y a des mots qui entrent dans le dictionnaire en français, et une grande partie de ces mots sont des mots qui viennent de l'arabe, qui viennent de l'espagnol, qui viennent du russe, et ça, il faut absolument le mettre en avant, c'est essentiel. Une langue est un corps vivant. Cela vous parle aussi, Laurent Godet? Oui, bien sûr. Non, oui, bien sûr. Alors moi, je fais l'éloge de la bâtardise quand vous voulez et autant de fois que vous voulez. Je crois que pour une langue, il n'y a rien de plus beau que d'être profondément bâtarde. Parce que, comme le dit Leïla très bien, enfin, cette porosité avec le monde, elle est primordiale. Elle est nourrissante, oui, elle stimule énormément la langue. Et vous voyez bien qu'on est là sur ce que j'essayais de poser entre la différence entre une langue parlée, moyen de communication, et la langue écrite. Effectivement, moi, après mon voyage à Port-au-Prince, par exemple, enfin, mes voyages à Port-au-Prince et le fait que j'étais dans un projet d'écriture sur cette ville-là, j'ai cherché dans le roman que j'ai écrit ensuite un moyen de garder quelque chose de la musique du créole haïtien. Je n'ai pas essayé d'écrire en créole haïtien, je ne parle pas le créole haïtien, mais je voulais parfois que dans le texte, il y ait quelque chose peut-être de cette musique. Si je le faisais en tant que citoyen, en allant chercher mon pain à la boulangerie d'en face et en mettant des mots qui viennent du créole haïtien, ça serait ridicule. Mais c'est là où l'écrivain a quelque chose à jouer qui est extrêmement plaisant, qui est très jubilatoire, c'est qu'il peut effectivement, dans son territoire d'écriture, intégrer, et puis Dieu sait ce que ça donnera, ça donnera peut-être aussi des choses qui tout doucement s'inscrivent dans une langue qui est celle des livres aussi, et qui sera lue et puis qui sera reprise. On est sur un temps long aussi, on ne sait pas... les mots qu'on dépose dans les livres seront peut-être aussi féconds par ailleurs. Et ça, c'est très beau d'envisager cette chose-là. Juste, si vous me permettez, j'ai un petit exemple qui me vient en tête aussi par rapport à la... En fait, moi, ce qui me déplaît beaucoup quand on parle de la langue française, c'est cette position immédiate qu'on voit parfois se mettre en place et qui est celle de la vénération. Comme si on ne pouvait aimer notre langue française commune que si on la vénérait, que si on voulait la préserver, que s'il s'agissait de la protéger d'éventuels... alors c'est souvent de l'extérieur, mais même la servir le mieux possible. Je crois que, si je peux me permettre juste en 5 minutes de prendre un exemple, quasiment à la même époque, au XXe siècle, il y a 2 écrivains qui écrivent en même temps, parallèlement. D'un côté, Monterland, qui écrit des pièces de théâtre qui sont assez belles, enfin comme moi personnellement j'aime bien, mais dans une langue qui serait vraiment une espèce, comment dire, de désir de continuum du beau français, du français bien parlé, bien tourné. Et puis en fait, à la même époque, quasiment, ils sont contemporains, ils se sont chevauchés, il y a Beckett qui arrive. Et Beckett, il est complètement dans notre sujet d'aujourd'hui, il choisit le français. Et pourquoi? Alors ça serait merveilleux de pouvoir l'entendre sur cette question-là, mais au fond, qui a le plus fait avancer le français? Pour moi, c'est évidemment Beckett, c'est-à-dire qu'il arrive avec cette langue absolument, qui est un ovni, de brièveté, et qui pose là une manière de parler le français qui n'est pas tout à fait la nôtre, mais qu'on va intégrer et qui va surtout en littérature devenir effectivement très féconde. Donc vous voyez, je ne pense pas que Beckett ait eu un seul moment dans l'esprit l'idée qu'il allait servir la langue. Il est rentré dans le français avec son tempo à lui, avec son intériorité à lui. Et Monterland, finalement, probablement lui, enfin, je lui prête des idées qu'il n'avait pas, mais j'imagine que Monterland avait ce souci de servir, d'être dans une belle langue. Finalement, ça a un côté un peu vieillot, pardon. Et je crois qu'effectivement, c'est une leçon à conserver. C'est pas en la servant qu'on l'honore le mieux, c'est en la bousculant, c'est en rentrant dedans, c'est en la mettant en vibration avec sa propre intériorité. Tout à fait. Et un écrivain qui écrit en français n'est pas extérieur et étranger à ce processus historique qui fait une langue. Une langue est un corps vivant, avec des mots qui vivent, qui meurent, qui naissent. Et donc vous êtes vraiment au cœur de ce processus de l'évolution d'une langue.
Merci beaucoup à tous les deux. Moi, je souhaiterais savoir si éventuellement il est question d'écouter un tout petit peu la salle, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont férues de votre littérature, qui sont présentes parmi nous. Est-il possible d'en écouter quelques-unes, s'il vous plaît? Monsieur. Deux petites questions, s'il vous plaît. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis de la diaspora tunisienne installée en Europe, en Allemagne surtout. La question que je vais poser à notre écrivain, que pensez-vous maintenant de l'intelligence artificielle? Vous voyez que maintenant l'intelligence artificielle, elle est en train de bouleverser complètement, c'est-à-dire la culture, etc. Maintenant, l'ordinateur peut peindre facilement des tableaux. Aussi, l'intelligence artificielle peut écrire des romans facilement. Est-ce que vous pensez que l'écrivain et la langue arabe, la langue française, etc., va disparaître un jour, puisque maintenant les jeunes générations, ils parlent, c'est-à-dire avec la langue de l'ordinateur et de l'intelligence artificielle et de cloud, etc., etc. C'est-à-dire, est-ce que nous, on va rester de cette façon, c'est-à-dire dans l'histoire ou non? Ça, c'est la chose la plus importante. La deuxième question, en tant que Tunisien arabe, moi, c'est-à-dire francophone, nous, en Tunisie, quelquefois, on pense en français et on écrit en arabe. Et quelquefois, le sens contraire. Et vous trouvez ça facilement, c'est-à-dire. Et quelquefois, c'est-à-dire, on rêve avec le dialecte tunisien. On ne rêve pas ni en français, ni en langue arabe littéraire. Vous, en tant qu'écrivain, que pensez-vous, c'est-à-dire de la culture et de l'écriture surtout, c'est-à-dire à long terme? Et moi, je vous conseille, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, franchement, en Europe, je vis, c'est-à-dire par exemple à Paris, Berlin ou c'est-à-dire Bruxelles. Pourquoi? Parce qu'on trouve le cosmopolitain. On trouve beaucoup de, c'est-à-dire de diaspora qui est très très riche, qui vient de l'Afrique, qui vient de l'Amérique, qui vient de Moyen-Orient, etc. Vous ne voyez pas que la langue française doit s'ouvrir, il doit être aussi actualisée. Attention, dans le monde. Je vais vous répondre. Et je termine. Dans le monde économique et dans le monde financier, c'est la langue anglaise qui est en train de prendre, c'est-à-dire le terrain. Et je m'excuse, j'étais un peu lent. Alors je vais commencer par la deuxième question. Oui, ben moi c'est pareil, hein. Vous savez, je pense parfois en arabe, surtout en derija marocaine, surtout quand je suis très en colère, quand je m'énerve sur mes enfants, c'est très souvent en derija marocaine. J'avais une tante qui était un peu folle, hein, mais qui disait toujours, moi, tu sais, je rêve en français et je fais des cauchemars en arabe. Donc voilà, on a les langues à l'intérieur qui, on ne sait pas pourquoi, se prêtent à telle ou telle émotion. Mais en même temps, moi, je trouve ça génial de vivre justement avec plusieurs langues. Quand vous allez au Maroc ou quand vous allez à Dakar, vous entendez les gens vous parler parfois à l'intérieur, ou à Beyrouth, c'est peut-être encore plus vrai. À l'intérieur d'une même phrase, ils utilisent 4 langues. Pour vous dire, tu sais, non, j'ai raté le train, le bus, et après ils vous rajoutent un mot en arabe et tout le monde se comprend, ça paraît tout à fait normal. Et moi, j'ai toujours trouvé ça extrêmement charmant. Donc moi, c'est mon cas. Et c'est vrai, comme vous le dites, moi j'aime vivre dans des villes où je suis au contact de plein de cultures différentes, de plein de religions différentes. Et je pense qu'il faut le favoriser le plus possible. Et j'espère que dans nos pays du Maghreb aussi, on sera de plus en plus ouvert et accueillant à l'égard d'autres cultures. Pour ce qui est de l'intelligence artificielle, vous disiez un ordinateur peut écrire facilement un roman. S'il peut l'écrire facilement, c'est que le roman va être mauvais. Parce qu'un roman, ça ne s'écrit pas facilement. Un roman, il faut qu'il y ait un peu de difficulté, il faut qu'il y ait un peu d'effort. C'est là que je pense que c'est dans la sueur et dans le travail aussi que se fait
cette magie qui est la magie de la littérature. Écrire facilement, traduire facilement. Je ne crois pas que la facilité puisse être un objectif de vie ou l'objectif d'une société, et encore moins un objectif intellectuel. Je crois que c'est très important aussi de valoriser une forme de difficulté. Lire un texte, essayer de le comprendre, essayer de le traduire au mieux, essayer d'être au plus près des émotions. Je ne suis pas certaine qu'un ordinateur pourra faire ça. Après, un ordinateur peut nous aider à plein de choses. Moi, j'ai fait beaucoup de rencontres, par exemple, en Asie, notamment en Chine, et les gens arrivent avec leur téléphone, disent une phrase, et puis la phrase vous est immédiatement traduite. Eh bien, j'ai pu communiquer avec des gens comme ça. Je ne pense pas que ce soit la panacée, mais enfin, il ne faut pas non plus être complètement critique de ça. Pourquoi pas? Est-ce que les algorithmes sont dangereux pour la littérature? Je ne pense pas, moi non plus. Un monsieur a levé la main, peut-être pourrait-on. Essayons de faire court, s'il vous plaît. Mander Chafra, universitaire et écrivain. Je vous remercie vraiment pour votre présence. Je m'adresse donc deux petites questions. D'abord, à cet écrivain en fait illustre qui m'a impressionné par ses réflexions, M. Laurent Godet. Je le remercie vivement, mais en fait, juste deux points. Le premier point concernant le lien entre littérature et histoire. Je crois que c'est un faux problème qu'on pose à chaque fois. Toute littérature est ancrée dans son histoire. Et l'évocation du surréalisme tout à l'heure, ou du dadaïsme, est très judicieuse. Pensez-vous en fait, petite question donc très pertinente je crois, c'est que dans l'héritage sartrien, camusien, on sait très bien que l'engagement, c'est l'engagement de l'identité de la personne. Comment peut-on s'engager dans une écriture artificielle, dans son bureau, et on n'est pas dans la rue? Sartre était dans la rue, en fait, il faisait des speeches pour essayer de changer. Donc l'écrivain doit changer. Ne pas être, et vous avez tant d'humilité tout à l'heure, vous avez parlé, mais je pense en fait qu'il faut mettre la main à la pâte et essayer de changer le vécu. Ça, c'est un point très important. Deuxième point concernant madame l'écrivaine vraiment illustre, je la connais, Leila Slimani. Il y a une époque très connue, c'est l'époque classique de Kateb Yassine, de Assia Djabal, de Tahir Benjoun. C'est très classique, c'est français. Bon, c'est pas... si on médite un peu sur le plan de l'écriture, c'est une écriture française, l'identité. Mais il y a une nouvelle génération, en fait très connue, est-ce qu'elle revendique ce statut féminin? Leila Slimani revendique la question de la féminité qui est un faux problème. La femme, c'est un écrivain, c'est un être humain. Est-ce que vous pensez qu'il faut sortir de ce canevas manichéen entre femme et homme et être un être avant tout? Parce que la question avait de la valeur suite à la colonisation et la liberté de la femme. Maintenant, peut-on parler, non pas de problème de féminisme, mais on parle d'écrivain en tant qu'un être humain, philosophe, et dans votre écriture, il y a ce qu'on appelle la noblesse du détail. Et c'est très intéressant. Et je finis par juste une petite remarque. Il n'y a pas en fait une ouverture totale. La francophonie, c'est une représentation de la langue très ouverte. Le français est une langue noble, très ouverte. Elle peut emmagasiner l'arabe, le français, l'hébreu et beaucoup de langues. C'est une langue qui véhicule tant de civilisations et on peut miser sur cette langue identitaire. Ne pas avoir beaucoup de langues dans une langue, mais le français lui-même en tant que tel, en tant qu'itinéraire, peut véhiculer comme un fleuve beaucoup d'autres petits et il essaiera donc d'évoluer dans ce sens. Merci beaucoup, monsieur. Donc on a très peu de temps pour répondre. Je vous en prie, Laurent Godet. Alors oui, je vais essayer de répondre. En fait, il y a un mot que je n'ai pas prononcé et qui peut-être répondra à votre question, en tout cas résume ma position par rapport à l'engagement, c'est la question du témoignage. Mon engagement est plus un engagement de témoin, ce qui ne veut pas dire, juste par rapport à ce que vous disiez, que je ne mets pas la main à la pâte ou que je ne descends pas sur le terrain, je l'ai fait. Je pense notamment à un texte que j'avais pu écrire au moment où il y avait, vous savez, en France, des camps de réfugiés qui étaient absolument inouïs, ignobles et je pense pas à la hauteur de l'idée que je me fais de mon pays. Je suis allé dans ce camp de réfugiés, j'ai été aussi dans d'autres camps de réfugiés à un moment donné et il est né de l'écriture de cela parce que j'avais envie d'en parler, d'écrire. Donc je crois effectivement que c'est peut-être ce mot qui peut finalement réconcilier la position. Témoigner, ça n'est pas rien. Témoigner, c'est d'une certaine manière agir, mais le faire à partir des mots et dans cette position
d'observateurs, en fait, venir sur place pour regarder et dire ce qu'on voit. Voilà, ça serait plutôt ça ma position. Je réponds juste très brièvement, j'aime beaucoup l'idée du fleuve et je me retrouve assez dans votre expression. La langue française comme un fleuve qui aurait des confluents, des petits ruisseaux internes, moi ça me va très bien. Moi, je vais vous répondre aux deux questions, même si la première ne m'était pas adressée, concernant l'engagement et le fait qu'il faut mettre la main à la pâte. Moi, je crois, et c'est pour ça que j'ai choisi ce métier, que les écrivains sont des gens libres. Il n'y a pas d'injonction. Moi, j'espère être une femme et un écrivain libre. Si j'ai envie de vivre dans ma tour d'ivoire et d'écrire des poèmes sur les petits oiseaux, des jolis poèmes sur les fleurs et les petits oiseaux, eh bien, je le ferai. Je pense que des gens comme Rilke, comme les sœurs Brontë, comme Emily Dickinson, qui sont des gens qui sont pratiquement jamais sortis de chez eux, sont en même temps des gens qui ont écrit parmi les plus beaux textes de la littérature. Quand on est écrivain, la seule chose qui compte, c'est d'écrire ce qu'on a à écrire. Si on a envie d'aller dans la rue manifester, d'être engagé, on l'est. Et si on n'a pas envie de l'être, on n'a pas à en avoir honte. Je pense que c'est très important aussi de défendre la liberté de chacun à écrire d'où il veut et ce qu'il veut. Et par ailleurs, je suis assez d'accord avec vous sur ce que vous disiez sur les femmes. Alors moi, par exemple, je n'ai pas envie d'être enfermée dans la case femme écrivain, de la même manière que je n'ai pas envie d'être enfermée dans la case écrivain maghrébin ou dans n'importe quelle case d'ailleurs. Je veux d'abord être considérée comme un écrivain et qu'on considère ce que j'écris. Mais en revanche, je ne réfute pas du tout l'étiquette de féministe parce que j'écris effectivement, j'écris tout le temps. Vous savez, à chaque fois que je prends la plume, que je rentre dans mon bureau, ça va vous paraître très étrange, mais je pense à toutes les femmes du passé et du présent, et malheureusement de l'avenir aussi, qui ne peuvent pas faire ce que je fais. Ce que je fais, c'est un des plus grands luxes qu'une femme peut avoir. D'abord, chez moi, j'ai une porte, j'ai une serrure et j'ai une clé. Et je ferme la porte et je tourne la clé et personne n'a le droit de rentrer dans mon bureau. Ni mes enfants, ni mon mari, ni personne n'a le droit de m'embêter. Déjà, cette liberté-là, elle est immense. Et puis, j'écris sur des femmes que j'ai connues, que j'ai vues, qui vivent en moi, etc. Et je l'écris non pas avec un désir militant d'être féministe, mais quand même avec l'envie, comme disait tout à l'heure Laurent Godet, que ces angles morts, que ces gens qui ne sont pas vus, qui ne sont pas entendus, que ces vies qui ne sont pas bénies, eh bien, soient bénies par la parole qu'on va porter sur elles. Donc, je garde quand même dans mon cœur ce terme de féminisme parce que je porte aussi en moi le deuil de toutes ces femmes qui ne peuvent pas écrire, qui ne peuvent pas s'exprimer pour mille raisons différentes, et ça reste un engagement fondamental pour moi. Voilà, ce sera un peu le mot de la fin, en tout cas. Bravo, que la littérature francophone féministe soit bénie. Voilà, cette rencontre prend fin. Merci à vous tous d'avoir été présents avec nous. Merci à ces immenses auteurs d'avoir été des nôtres. On est très heureux de vous recevoir ici à Tunis. Merci beaucoup d'avoir été en visioconférence. Il y a plein d'étonnants voyageurs qui seront parmi nous ces 2 jours. Donc suivez ce congrès mondial des écrivains de langue française.